Et bonsoir à toutes et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de Sonia Robinard et Séraphine Matin qui se refait une coupe. Bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver les filles. Ravi de vous retrouver les filles en ce vendredi, synonyme voilà, de dernier live de la semaine en compagnie de Laure Ollier aux éditions Récamier qui va venir, Sonia, nous présenter son livre Ligne rouge. Voilà, on rappelle effectivement que Laure devait venir avec nous, je crois que c'était courant avril, et qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous. Donc on a reporté l'émission à ce soir et elle est en forme et on est ravi de vous la présenter dans quelques instants. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur son livre? Alors, c'est un petit thriller psychologique où se mêle le passé, le présent et un petit peu déroutant. Et comme quoi le cerveau est bien fait et il enfouit ce qu'il veut enfouir. Mais par contre, quand ça revient à la surface, ça peut faire mal. Eh bien, écoute, on t'écoutera dans quelques instants. Et puis, comme on le dit à chaque émission, maintenant, vous connaissez le principe de l'émission. Nous aurons aussi l'extrait de Marie. Marie qui a lu donc un extrait du premier chapitre. Donc, encore une fois, si vous avez des écouteurs, mettez-en parce qu'effectivement, il y a quelques bruitages dans cet extrait qui sont très intéressants. Donc, on l'écoutera dans quelques instants. Nous aurons non pas une, mais deux questions pour Laure, deux questions de Aurélie Di-Pélisson qui était avec nous au mois d'avril avant Laure et Nicolas Feus qui était avec nous ce mercredi soir. Et ensuite, nous aurons le portrait de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Laure? Laure, elle a cette facilité à décortiquer l'âme humaine. Elle part sur des personnes assez simples et elle leur fait vivre des choses assez incroyables, et elle aime bien les fouiller dans leur intimité, dans leurs secrets, sans en avoir l'air. Donc, j'aimerais bien savoir d'où elle tire cette sensibilité et cette curiosité. Tout comme toi, quoi. Alors, en tout cas, je vous rappelle également que vous pouvez retrouver cette émission chaque mercredi et chaque vendredi soir sur Facebook et sur YouTube. Et vous commencez à en avoir l'habitude maintenant, je vous l'annonce, à partir de septembre pour la saison 2, l'émission sera maintenant diffusée sur la page YouTube Entre l'encre et les mots. Et oui, ça y est, la page YouTube est ouverte, donc commencez à aller vous abonner puisque toutes les émissions seront sur cette page. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc vraiment merci à vous tous. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter l'émission de ce soir avec Laure Ollier. Et bonsoir Laure. Salut. Salut, merci à toi d'être avec nous ce soir en forme pour nous parler, on l'a dit, de ce livre Ligne rouge aux éditions Récamier. C'est ton deuxième livre dans cette maison d'édition. On va avoir l'occasion d'en parler. On va avoir l'occasion de parler de l'ensemble de ta bibliographie, donc quelques-uns qui ont été récompensés récemment. Mais avant toute chose, comment tu vas? Ça va, mieux que la dernière fois en tout cas. Bien mieux. En tout cas, on est très, très ravis en tout cas de t'accueillir parmi nous. Tu connais le principe de l'émission. Les personnes vont poser des questions en commentaire. Le but du jeu pour toi, c'est d'y répondre. Et je vois qu'il y en a déjà quelques-unes qui arrivent. Mais avant toute chose, on a une habitude dans cette émission, c'est de laisser les auteurs se présenter eux-mêmes. Comme ça, on est sûr de ne pas dire de bêtises et surtout, tu dis ce que tu veux. Mais avec tes mots à toi, est-ce que tu peux nous dire qui est Laure Ollier? Ok. Alors, c'est la pire question, je trouve. Je préfère parler de moi. Je suis romancière. J'aime pas trop dire auteur ou autrice ou quoi. J'aime bien romancière, mais c'est juste parce que j'aime bien ce mot-là. J'ai commencé en littérature blanche chez Fayard. Et puis, je suis très vite tombée dans le noir. Et le noir, c'est vraiment mon univers, c'est vraiment ce que j'aime. C'est vraiment ce que j'aime écrire, ce que j'aime lire. Et donc voilà, je publie chez Récamier maintenant et je m'éclate, voilà. Donc vraiment, je fais ce que j'aime et puis voilà, j'espère que ça plaît et puis c'est tout. En tout cas, ça plaît beaucoup et on te remercie encore une fois d'être avec nous. Donc, on remercie les éditions Récamier qui sont aussi à l'initiative de cette lab, que ce soit Charlotte et aussi Joali qui a bien relayé les informations. Donc, vraiment, merci beaucoup aux éditions Récamier. Voilà, merci beaucoup en tout cas si elle nous regarde. Et il y a une première question justement de Frédéric, habitué de l'émission, qu'on salue. Bonsoir Frédéric, qui nous dit « Laure, l'écriture, c'est quoi pour vous? Que vous apporte-t-elle » L'écriture, c'est toute ma vie en fait.
j'ai l'impression que j'écris comme je respire et que je ne peux pas vivre ça. Si je n'écris pas chaque jour, même si je n'ai pas forcément le temps, si je suis en salon ou si je suis occupée ou quoi, je prends toujours des notes ou j'écris. Mon portable est plein de notes. L'écriture, c'est mon exutoire, c'est ma bouffée d'oxygène, c'est pour moi la meilleure façon de m'exprimer. Donc, elle m'apporte tout, en fait. D'accord. Et justement, puisqu'on parle de l'écriture, on le disait tout à l'heure en coulisses, tu as écrit un premier roman, si tu peux nous le présenter, qui a été récompensé, on le voit, lauréate du Mazarine Book Day, Hâte-toi de vivre, aux éditions Mazarine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Ce livre, il est un petit peu particulier parce que si je devais l'écrire aujourd'hui, j'en serais incapable. Parce que, étrangement, c'est celui qui m'a propulsée, c'est le premier, donc il a un attachement particulier pour ce roman-là, évidemment. Mais je sais pas, j'ai un rapport assez ambigu avec lui parce que c'est pas mon... Enfin, il reflète pas vraiment mon univers. Peut-être qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'écrire ce roman précisément parce que je venais de perdre mon père et puis donc Hâte-toi de vivre traite de ça, des secrets de famille, du deuil, etc., de la façon dont chacun le gère. Et je voulais écrire quelque chose de drôle, en fait, me changer les idées et faire quelque chose qui parle à tout le monde, mais de façon assez sans traiter du deuil, mais sans tomber dans le pathos, quoi. Et puis, ça a été une immense porte pour moi, puisque grâce à Hâte-toi de vivre, en fait, je me suis présentée au concours du Mazarine Book Day qui était organisé par les éditions Fayard. Je me suis présentée avec ce roman-là. Et alors, le Mazarine Book Day, en fait, est-ce que tu veux que j'explique ce que c'est? Parce que c'est bien sûr, oui. Le Mazarine Book Day. Alors, ça n'a plus lieu. C'est fort dommage parce que c'était génial et c'était un super tremplin. Et le Mazarine Book Day, tu vois, par exemple, a fait émerger moi, Zoé Brisby l'a gagné l'année après moi. Ça nous a permis de vraiment mettre le pied dans l'édition. Alors, le Mazarine Book Day, c'était une sorte de speed dating littéraire. C'est-à-dire qu'en fait, on devait envoyer un extrait de nos romans. Ensuite, on était convoqués. Alors, il y avait un premier brassage, si tu veux. Et on était convoqués à Paris, dans un bar qui s'appelle Alcazar. Et en fait, on passait, donc on était genre 300, un truc comme ça. Et on passait un par un, 5 minutes. En fait, on avait 10 minutes de présentation. Les gens en face de nous avaient déjà lu le roman, l'extrait en amont. Et donc, on avait 5 minutes de présentation devant une personne de chez Fayard. Voilà, donc une éditrice, une responsable éditoriale, peu importe, quelqu'un de chez Fayard. On avait un blogueur littéraire, on avait un toit. Séraphine, voilà. Et puis on avait une personne qui était assez aussi étrangère au milieu littéraire pour avoir une vision un peu neutre du truc, tu vois. Voilà. Donc on passait 5 minutes de présentation où on présentait un peu notre roman surtout. La particularité, c'était qu'en fait, ils avaient lu juste un extrait et nous, on devait le pitcher en dévoilant la fin, tu vois. On raconte notre histoire, oui. Et parler un petit peu de nous aussi en même temps, qui nous sommes, pourquoi vous écrire, voilà, question un petit peu bateau. Et ensuite, on avait 5 minutes de questions. Donc là, c'était mitraillage de questions. Ça allait un peu dans tous les sens. Et j'ai gagné. Voilà. Donc j'ai gagné. Merci, mais ça date maintenant. C'est plus d'hier. Et j'ai gagné la publication de mon roman chez Fayard. Donc en fait, ils avaient une espèce de une maison d'édition dans la maison d'édition qui s'appelait Mazarine à l'époque. Ouais. Ça se fait de plus en plus, ça, maintenant, des éditions qui s'ouvrent dans d'autres maisons d'édition. Oui, voilà. Donc, c'était Mazarine. Voilà. En tout cas, merci en tout cas pour la présentation de ce livre, hein, Hâte-toi de vivre aux éditions Mazarine. Donc, encore une fois, félicitations pour ce livre. Et justement, tu disais que c'était
ton premier livre. Et il y a Dominique qui demande, est-ce que tu l'écrirais plus noir aujourd'hui, peut-être? J'écrirais pas, enfin celui-ci plus noir, non, c'est impossible parce que l'histoire ne peut pas être différente de ce qu'elle est, donc je le renie pas du tout. Mais aujourd'hui, en fait, j'écris tellement noir que je me dis, si on me demande demain d'écrire ce genre de roman, je ne peux pas. Je n'y arriverai plus, je sais pas comment j'ai fait, je sais pas. Donc celui-ci, non, il peut pas être plus noir finalement. Il est comme il est, quoi. Ouais, et tu reprends, ouais. Mais en tout cas, merci à toi. Et il y avait juste aussi, avant de présenter tes livres aux éditions Récamier, un deuxième livre qui avait été récompensé, on en voyait tout à l'heure, Le Disparu de Nantucket, si j'écorche pas, qui a remporté, lui, le prix All-Star 2025. Donc ça, on le voit, c'est tout récent. Oui, alors ça, c'est une espèce de... Alors, très honnêtement, en fait, c'est... Je vais être la mauvaise élève du groupe, là, mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne. En fait, moi, j'ai découvert ça sur Internet. Ce ne sont pas mes éditeurs de l'époque qui me l'ont dit, donc j'ai découvert ça sur Internet. Je sais, je ne peux pas te dire parce que je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais écoute, il n'y a pas de problème. On a eu l'exemple avec Nicolas Feuz aussi ce mercredi qui a remporté un livre pour Frisson Suisse, je crois. Et il m'a dit, oui, tu vois, je l'ai appris par le biais de Facebook aussi que j'avais gagné un prix. Et voilà, donc en tout cas, félicitations. Si tu veux nous en dire 2-3 mots sur ce livre aussi. Et voilà, alors, le Disparu de Nantucket, il est très important pour moi, tu vois, parce que c'est mon premier thriller. C'est mon premier polar. C'est le premier saut dans le vide. C'est le changement de style. Parce que j'ai écrit À toi de vivre. Après, j'ai écrit Nous étions merveilleuses, qui était aussi en littérature blanche. Chez Mazarine aussi. Et puis, je me suis dit à un moment donné, non, c'est pas mon univers, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas ce que j'aime. Je veux aller dans le noir, quoi. Donc, j'y suis allée, mais si tu veux, piano, quoi, tranquille, parce que je voulais pas dérouter mon lecteur. Donc, Le Disparu de Nantucket, il n'est pas aussi sombre que les autres. J'y suis allée tranquille. Mais tu as quand même tous les codes du polar. L'enquête, Le Disparu, évidemment, le titre l'indique. Mais oui, il est très important pour moi parce que c'est le premier, c'est la mise en jambe. Et j'en suis très fière du Disparu de Nantucket. Ben justement, on l'a vu le petit bandeau passer. On peut retrouver l'ensemble de tes réseaux sur Facebook et Instagram, Laure Rollier, auteur sur Instagram. Et justement, il y a Laurent qui nous demande, bonsoir Laurent, qui dit comment avez-vous choisi vos thèmes d'écriture? Vos thèmes d'écriture. Tu l'avais vu la question. Ouais. Comment j'ai choisi? Oui, parce que en fait, alors, ça c'est une question, mais peut-être que des auteurs avant moi t'ont déjà répondu ça. En fait, j'ai pas choisi les thèmes, j'ai l'impression que ce sont les thèmes qui m'ont choisi. Je sais pas si c'est clair. En fait, ça vient comme ça et ça doit être cette histoire, ce récit, ces personnages à ce moment-là. Parce que y a quelque chose de viscéral et je peux pas l'expliquer en fait. Peut-être qu'il y a 5 ans, j'aurais pas pu écrire Ligne rouge par exemple parce que c'était pas le moment, parce que j'avais rien à en dire, parce que je maîtrisais pas ce sujet, alors que je pense que ce sont les planètes qui s'alignent et à un moment donné, j'ai cette envie-là d'écrire sur tel sujet. Et puis, en fait, c'est pas vraiment le thème qui s'impose, ce sont les personnages avec leur histoire. Et après, évidemment, il faut créer tout l'univers autour. Voilà. Oui, parce qu'avant ligne... Oh, décidément, attends, il y a beaucoup de bannières là qui se mettent en route. On va les mettre ici. Voilà. Parce que justement, avant Ligne rouge, tu as écrit un autre thriller, effectivement, qui aussi a été récompensé. Et là, c'est très récemment le prix découvert de l'Iris Noire pour 19 River Street. Voilà, ça, c'est vraiment un très bon livre. Est-ce que tu peux nous en parler également? 19 River Street, lui et moi, on a une histoire particulière parce qu'avoir gagné le prix Iris Noire à Bruxelles, je pense que ça fera partie des... Tu vois, tu sais, quand tu... Enfin, je sais pas, je suis jamais morte, mais je me dis que des trucs que tu te rappelles en fin de vie, tu vois, quand tu vieillis, ce sont ces moments clés. Et d'avoir remporté le prix d'Iris Noire à Bruxelles pour ce roman-là, en fait, tu vois, clairement, j'ai vu avant et après. Et ça a été incroyable. C'était un des plus beaux jours de ma vie, tu vois. Parce que
19 River Street, il était important. Enfin, ils sont tous importants. J'ai l'impression que chaque fois que je parle de mon roman, je dis c'est important. Mais 19 River Street, en fait, il a touché mon cœur de maman, en fait. Parce que c'est l'histoire de Maddie, qui est une femme qui a perdu sa fille 12 ans auparavant et dont on n'a jamais retrouvé le corps. En fait, elle ne sait pas ce qu'est devenu sa fille, si elle est morte, si elle a été enlevée, si on ne sait pas. En fait, elle a disparu en mer. En fait, si tu veux, ils sont partis en bateau avec son ex-mari de l'époque et ils se sont couchés le soir. Quand ils sont arrivés le lendemain, elle n'était plus à bord. En fait, pour écrire 19 River Street, moi, je me suis posé comme question quel serait le pire drame de ma vie? Donc, évidemment, ça serait qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Mais si on creuse un peu plus, ce serait de ne pas savoir. C'est-à-dire que ils ont disparu. Tu ne sais pas, en fait. Tu restes dans l'incertitude. Tu ne peux pas faire un deuil parce que tu ne sais pas ce qui leur est arrivé. Et je trouve que les disparitions d'enfants qui ne sont jamais élucidées, c'est le pire drame qui puisse arriver dans une vie. Parce qu'à la fois, voilà, tu ne peux pas te reconstruire, tu ne peux rien faire. Donc, je suis partie de cette idée-là, de ce drame que pouvait vivre cette femme. Et évidemment, je l'ai transformé en quelque chose de thriller, de noir, puisque quelqu'un va déposer en fait un mot à un moment donné sur son pare-brise en disant, donc la petite s'appelait Joséphine, en disant Joséphine est en vie et on lui donne rendez-vous dans un bar et elle doit aller, on lui donne rendez-vous dans un bar et donc évidemment pour elle, c'est le début d'une nouvelle aventure parce que l'espoir renaît et elle va se lancer corps et âme dans la quête de retrouver son enfant, quoi. Voilà. D'accord, voilà, 19 River Street, donc c'était ton premier roman aux éditions Récamier, et tu es avec nous, on l'a dit, on y arrive, pour nous parler de ce livre Ligne rouge, où là, effectivement, on suit les aventures de Nils et Jennifer, donc on va pouvoir en parler. Mais il y a une question intéressante de René, puisque c'est vrai que tu es autrice pour certains, je le vois, mais tu es aussi illustratrice. Mais il posait la question, bon, je vois que Sonia fait joujou avec sa connexion. Donc il y a René qui nous dit, est-ce que vous avez fait des études littéraires? Alors, absolument pas. Absolument pas. Enfin, absolument pas. Mais non, justement, parce que j'ai fait un bac L, tu vois, donc vraiment littéraire. Mais après, pas du tout. Moi, j'ai travaillé dans le domaine juridique. Donc, j'étais pas du tout... j'ai toujours aimé écrire, ça a toujours été mon truc, voilà, c'est ma vie. J'ai participé à des concours de nouvelles au lycée, tout un tas de trucs. J'ai toujours écrit, mais la vie a fait que jusqu'à, enfin, je sais pas, tu vois, j'ai remporté le Mazarin Boudet en 2017, donc il m'a fallu un temps, mais je pense qu'après, les auteurs qui débutent à 20 ans sont très rares. Et donc, oui, études littéraires, oui et non, parce que j'étais quand même dans un milieu assez... tu écris beaucoup, tu rédiges plein de trucs, etc. Mais littéraire à proprement parler, non. Et est-ce que tu sens, même par rapport dans ta façon d'écrire, entre le premier roman que tu as écrit, qui a été récompensé, ce qui n'est pas rien, au dernier, La Ligne rouge, est-ce que tu as senti une différence dans ton travail ou est-ce que tu as toujours gardé la même méthode? Ah non, oui, j'ai senti une différence. J'ai senti une différence parce que, déjà, un truc totalement matériel, c'est-à-dire que quand j'écrivais avant, j'avais un métier à côté, donc c'était toujours un peu dans l'urgence, c'était toujours quand tu peux, le soir, quand les enfants sont couchés, entre midi et 2, pendant ta pause. Moi, il m'est arrivé de ne pas manger parce que je voulais terminer un chapitre. Le disparu de Nantucket, c'était souvent pendant ma pause de déjeuner, tu vois. C'est comme ça que j'ai écrit Disparu de Nantucket quasiment intégralement, c'était pendant mes pauses. Donc, c'était pas le même. Alors, oui, de ce point de vue-là, beaucoup, alors que maintenant, c'est mon travail, donc j'écris quand je veux, je fais comme je veux. Et puis, la différence aussi, c'est peut-être le fait d'écrire du thriller accorde un peu moins de liberté, entre guillemets, parce qu'en fait, tu es obligé de retomber sur tes pattes et de savoir où tu vas. Donc, ça oblige un peu à avoir un début et une fin. Et après, au milieu, tu te promènes, tu fais ce que tu veux, c'est les personnages qui un peu décident. Mais tu es obligé en fait de retomber sur tes pattes dans le thriller. Tu ne peux pas dire on y va et puis on verra.
Ouais. Justement, il y a une question intéressante qui demande, est-ce que tu te verrais écrire autre chose que du noir? Est-ce que tu te verrais passer sur un autre registre que le thriller et le polar? Alors, bon là, je vais vous confier autre chose. Mais ça, c'est un secret entre nous. De toute façon, il n'y a personne, il n'y a que toi et moi. Personne ne nous regarde, t'inquiète pas. Bon. En fait, je n'écris pas que du thriller et du polar parce que j'ai une autre activité annexe. Je suis prête-plume. C'est-à-dire que le prête-plume, qu'on appelait autrefois un nègre, maintenant on appelle ça un prête-plume, c'est hautement plus joli que nègre. Donc, cette activité-là fait que j'écris tout et n'importe quoi, puisque j'ai des auteurs qui me font confiance et des maisons d'édition qui me proposent des choses qui sont assez éclectiques et qui vont un peu dans tous les sens. Donc, finalement, oui, je pourrais, mais en tant que moi, en tant que signant roman Laure Rollier, non, je n'écrirai que du noir, mais je suis pas contre le fait de faire un peu à la Nicolas Fuss, tu vois, de faire des petites enquêtes pour enfants. Voilà, ça c'est quelque chose qui me plairait. Donc si j'ai du temps, parce qu'il faut du temps, et si j'ai du temps, j'aimerais bien le faire. D'accord, on rappelle qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour suivre ton actualité, mais justement, est-ce que c'est pas dur justement d'écrire entre guillemets, un livre pour quelqu'un d'autre, peut-être aimer ce qu'on écrit, mais se dire en fin de compte, je le publie pas, en fait, c'est pas mon livre. Tu veux dire dire tu écris pour voilà. Oui, d'apprécier le travail que je fais avec telle ou telle personne et de me dire c'est pas le mien. C'est ça que tu veux dire? Oui. Ben non, parce que c'est comment dire, c'est mon travail. Mon rôle, c'est de l'accompagner et moi, je suis un peu la secrétaire en fait. J'écoute, je prends des notes, on travaille ensemble main dans la main et ça se passe toujours merveilleusement bien. Et après, c'est leur roman, c'est pas le mien. Voilà. Et je vois, est-ce que tu es prête-plume pour des auteurs connus? Oui. On demande une admiratrice secrète. Oui. Mais je ne peux pas le dire. Ah ben non, mais bien sûr, c'est le petit part de mystère. Mais en tout cas, merci à tous. Je remercie toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc, Laure est avec nous pour nous parler de ce livre, Ligne rouge, aux éditions Récamier. On va voir la chronique de Sonia dans quelques instants. Mais est-ce que tu peux nous en parler, nous faire un petit peu le pitch de ces aventures de Nils et Jennifer dans ce livre? Oui, bien sûr. Alors, Ligne rouge, c'est l'histoire de Nils. Nils, c'est un sapeur-pompier bordelais qui, à un moment donné, en fait, perd sa grand-mère et est obligé de... Donc, sa grand-mère vivait à Seignos, dans les Landes. Et en fait, on doit il retourne dans la maison dans laquelle il a passé toutes ses vacances, etc. Il était très proche de sa grand-mère. Je suis désolée, j'ai le soleil en plein... je ne sais pas comment faire pour éviter le soleil. Tu es lumineuse. Là, c'est bon. On est bon. Parfait. Et donc, je disais quoi? Oui, donc il doit retourner dans la maison de sa grand-mère pour la vider, dans le but, tu sais, de la vendre, des obsèques, etc. Et lorsqu'il se rend sur place, il découvre dans la maison une espèce de pièce dont il n'avait pas connaissance, un truc un peu secret caché derrière une armoire. Donc il n'avait pas le souvenir de ça. Il la découvre au hasard. Et donc, quand il l'ouvre, il découvre que les murs ont été tapissés de menaces à son encontre. Donc, c'est-à-dire que il y a des photos de lui qui ont été prises à différents moments de sa vie. Et il y a en fait en gros, en rouge, écrit assassin. Donc, Nils, c'est quand même un personnage qui est extrêmement bienveillant, sympathique. C'est un héros puisque c'est pas forcément parce qu'il est pompier, attention, on va faire la nuance, tous les pompiers ne sont pas des héros, enfin, ça c'est mon point de vue personnel, je veux dire dans leur vie personnelle, hein, d'accord? Oui, voilà, mais donc c'est, si tu veux, dans la conscience collective, Nils c'est un héros, il n'a rien à se reprocher, donc il ne comprend pas ce qui se passe. Il va se poser beaucoup de questions et puis essayer de comprendre forcément qui lui en veut, qu'est-ce qui se passe, est-ce que sa grand-mère a été capable de faire un truc pareil, c'est complètement improbable ce qui lui arrive. Oui. Parallèlement à ça, en fait, moi j'aime bien, dans tous mes romans,
c'est un roman choral, c'est-à-dire qu'il est à 2 voix. Donc, on fait la connaissance de Jennifer. Jennifer, qui elle, vit à Seignos, c'est son amie d'enfance, ils se connaissent depuis toujours, et puis ils sont perdus de vue parce que la vie, parce que Neil c'est parti, etc. Bon, voilà. Et elle se retrouve en même temps confrontée à un maître chanteur, parce que Jennifer, c'est quelqu'un qui est une star des réseaux sociaux. Voilà, elle fait des pâtisseries, etc., qu'elle met en scène sur TikTok. Enfin, voilà, tu vois, Jennifer, c'est vraiment la star des réseaux. Et donc, il y a quelqu'un sur ces réseaux qui la harcèle et qui la menace de mort et qui se fait appeler Ligne Rouge. Donc, Nils et Jennifer, par la force des choses, vont devoir s'allier, vont s'allier, ils vont pas devoir finalement, ils vont s'allier et vont essayer de démêler le vrai du faux et de comprendre qui leur en veut. Mais ce qui est intéressant pour moi dans la construction de ce roman, c'est que j'ai voulu tout le long essayer de mettre dans la tête du lecteur le doute. Est-ce que, tu vois, est-ce qu'ils sont en train de se fouiller tous les deux? Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui est en train de faire n'importe quoi et qui a perdu la raison? Voilà. Eh bien, écoute, c'est tout le sujet du roman, effectivement, et je confirme ce que dit Sonia, effectivement, on va en parler, justement. On va en parler. Donc, justement, ce que je te propose, c'est d'accueillir... Quoi? Sonia a écrit, je vois, Laure est en train de décrire toute ma chronique. Je suis désolée. on va la faire intervenir, justement. Pas tout, heureusement. Non, c'est le principal où on n'a pas besoin on spoil pas en fait, donc c'est pour ça. Ouais. Eh bien, écoute, Sonia, on t'écoute dans quelques instants. On rappelle pour toutes les personnes qui arrivent, donc merci à vous d'être avec nous. Donc, de ce livre, Ligne Rouge aux éditions Récamier de notre amie Laure Ollier. Sonia, nous t'écoutons. Une mamie décédée, une maison à vider. Rien de plus normal, me direz-vous. Mais quand le pompier Nils s'attaque à le faire, il va tomber sur quelque chose qui risque bien de le chambouler. À la cave, il découvre une pièce cachée. Les murs de cette dernière, recouverts de photos de lui-même, ainsi que des menaces à son encontre, le laissent sans voix. Qui a bien pu faire cela? Mais surtout, pourquoi? Jennifer, son ancienne amie d'enfance, elle, se trouve face à des messages anonymes et alarmants. Pourquoi? Quelqu'un veut absolument qu'elle se rappelle d'une chose qu'elle a enfouie bien profondément dans ses souvenirs. Le destin, quelque peu poussé quand même, va les mettre sur la route du passé. Vont-ils réussir à surmonter les épreuves qui les attendent, pour enfin pouvoir vivre un présent et un futur sans lourd bagage à porter sur leurs épaules? Eux, qui pendant des années ne se sont pas parlé, vont devoir s'épauler afin de découvrir une vérité qui va mettre à mal leurs sentiments et surtout mettre leurs nerfs à rude épreuve. Quand les souvenirs vont remonter à la surface, seront-ils vraiment des souvenirs exacts ou bien le subconscient fera en sorte de voiler la vérité encore plus ignoble que celle pensée? Les cicatrices d'enfance pour l'une et les événements tragiques pour l'autre seront à l'opposé de ce que l'on imagine. Laure nous livre ici un roman psychologiquement perturbant pour tous nos sens. Les sentiments partagés avec les protagonistes sont tels que nous aussi, nous tombons de haut avec cette fin à laquelle on ne s'attend pas. Une lecture tellement addictive que l'on ne peut pas s'arrêter avant la fin. Drame, vengeance, enquête, tout y est, et cela avec une intensité à la fois poignante et terrifiante. Captivant, laissez-vous aussi embarquer dans un tourbillon de la vie qui ne vous laissera pas indifférent. Ouvrez ce roman et suivez la ligne rouge jusqu'au dénouement final. Waouh, merci. Merci à toi. J'ai adoré cette lecture. Merci, c'est gentil. Merci. Donc, c'est vrai que jusqu'à la fin, on est persuadé de choses et en fin de compte, c'est tout l'inverse. Mais en fait, j'ai essayé dans ce roman de dévoiler la clé à la dernière page. Voilà, c'est ça. Absolument faire croire des trucs tout le long et que, en fait, vous ayez la vérité qui vous éclate au nez à la dernière page. Voilà. Parce que moi, j'étais persuadée de certaines choses. Et puis, en fin de compte, tout retombe, quoi. Je aussi un salon à des gens qui ne l'ont pas lu, tout ça, qui ne connaissent pas. Je leur dis surtout, vous ne commencez pas par la fin. Vous n'allez pas à feuilleter. Non, surtout pas. Mais il y en a plein qui le font. Donc, j'ai dit surtout pas, vous n'allez pas à la dernière page. Voilà, c'est ça. Alors, à ne pas faire.
C'est clair. Non, non. Voilà. Tu as mis combien de temps à l'écrire ce livre, Laure? Ben, l'écriture en elle-même, elle me prend pas beaucoup de temps. Je dirais qu'en 2 mois et demi, 3 mois, c'est fait. Mais après, il y a beaucoup de recherches en amont, tu vois. Beaucoup de notes, beaucoup de... En fait, quand j'attaque, oui, ben voilà, il y a une question, faites-vous des recherches en amont? Oui, beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup. En fait, je suis perpétuellement en recherche pour mes romans parce que je veux pas qu'il y ait d'inexactitudes. Je veux que tout se tienne. Je veux que si je parle d'un sujet, je veux l'avoir creusé à fond. Je veux pas qu'on puisse me reprocher, oui, mais alors ça, c'est pas possible. Ça, non, 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 non. Je n'aime pas trop ça. Et donc, je recherche beaucoup et j'attaque vraiment l'écriture quand je suis sûre de moi. Pas avant. Voilà. Et, donc, oui, je fais beaucoup de recherches et je vais embêter beaucoup de gens. Beaucoup. et justement, il y avait une question intéressante que j'ai vue tout à l'heure qui demandait est-ce que tu as, entre guillemets, l'écriture facile? Est-ce que tu arrives comme ça à écrire facilement ou est-ce que par Oui. moment, tu as besoin de te mettre dans ta bulle ou à écrire comment ça se Non, passe? j'ai l'impression que ça me possède, tu vois. Que moi-même, Laure, je n'existe plus. En fait, je suis possédée. Donc ça sort. Ça sort, alors ça me vide même, si tu veux. Je peux complètement oublier de manger, oublier de dormir. Je peux oublier toute la vie autour. Je suis plus là, quoi. Ça n'existe plus. Et je peux écrire n'importe où, en fait, si tu veux. Par exemple, je vais te donner des exemples. Ligne rouge, je l'ai beaucoup. Ma fille, elle fait du basket et elle fait beaucoup de basket. Donc, elle a beaucoup d'entraînement. Voilà. Donc, j'ai passé un temps fou dans des gradins. Et j'ai écrit la moitié de Ligne rouge sur un terrain de basket. Ouais. Je comprends. Moi, je lisais. Je lisais pendant les entraînements et les matchs. Ouais. Ça. Il y a une autre question intéressante de Laurent. Ah, mais c'est pourquoi il y a mes questions qui s'en vont là. C'est Séraphine qui fait des bêtises en coulisses. Merci beaucoup, Séraphine. Ne touche à rien, s'il te plaît. Merci. Deux questions de Laurent qui dit vous êtes-vous déjà. Pardon, excuse-moi. Je te dis que c'est toujours la faute de Séraphine chez vous, j'ai l'impression. Ouais. Oui, parce que c'est en coulisses qui se permet. Laurent qui me dit est-ce que vous êtes déjà identifié à l'un de vos personnages? Oui, ben, m'a dit la maman dans 19 River Street, oui, beaucoup. Ouais. Oui. Beaucoup, parce que ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu. Moi, j'ai terminé l'écriture 19 River Street en larmes, quoi, parce que déjà, par son histoire, et en plus parce que j'étais tellement triste de les quitter. Cette famille-là, je les ai adorés. Ouais, c'est souvent une question qu'on pose aux auteurs de savoir justement comment ça se passe une fois qu'ils ont fini leur livre. Est-ce que, hop, comme dirait Sonia, on met tout la poussière sous le tapis, on n'en parle plus? Ou est-ce que pendant un certain temps, vous restez encore dans vos livres? Moi, je suis en deuil. Il ne faut pas me parler. T'as 15 jours, 3 semaines où il ne faut pas me parler, je suis exécrable. Non. Je suis exécrable parce que ça me manque, en fait. Les personnages me manquent et j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je sais pas. En fait, comment expliquer? Tu vois, tu as des amis avec qui tu passes quelques mois, tu t'attaches à eux, ils te confient tout, tu connais toute leur vie, et d'un coup, ils te disent allez, c'est bon, merci, ciao, et tu les revois plus. Exactement. C'est ça. Tu vois? Et tu te dis mais pourquoi? Quoi? Non, attends, reste un peu. Voilà. Oui, bon, des fois, on n'a pas forcément envie de dire ça. Oui. Qu'est-ce que j'allais dire? Question intéressante de Frédéric qui nous dit quel est le livre, Laure, que vous auriez aimé écrire? Alors, la réponse, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais en fait, je dirais aucun. Parce que je trouve que ce qui fait un bon livre, c'est son auteur. Et je me dis qu'aussi, tu vois, il y a des livres que j'adore et je me dis, mais ils sont géniaux parce que c'est cette personne qui l'a écrit, en fait. Donc, je trouve que, non, aucun, quoi. Il serait différent. Déjà, il y aurait plus de sens si c'est moi qui l'avais écrit.
Donc, non, mais ouais, non, aucun en fait. Parce que ce qui fait, en fait, je trouve que c'est l'auteur qui fait le livre et c'est son livre qui fait qu'il est à l'auteur. Donc, mais aucun. Et justement, tu dis que tu es, je te cite, hein, exécrable une fois que tu as fini d'écrire ton livre, puisque tu restes dans ton livre. Mais est-ce que tu as déjà imaginé à écrire des suites, par exemple? Ou de faire un livre en te disant, j'écrirai une suite? Parce qu'à chaque fois, tu as fait des one-shots, comme on dit. Ouais, non, pas vraiment parce que de manière générale, j'aime pas trop les suites. Non, j'aime pas trop les suites. J'aime bien, voilà, c'est l'histoire, elle est terminée et c'est comme ça. En revanche, ce que je fais systématiquement dans tous mes romans et que j'aime bien faire, c'est que je récupère des personnages. Tu vois? D'accord. Par exemple, voilà, je sais pas, dans Le disparu de Nantucket, David, c'est le disparu de Nantucket. Gabriel, qui est un des héros de 19 River Street, est originaire de Nantucket, donc il connaît très bien la famille, il en parle dans le roman. Voilà, j'aime bien en fait les récupérer. Tu vas avoir dans Ligne Rouge, un des protagonistes de Ligne Rouge qui était aussi très présent dans L'ombre du lac et qui a fait une petite apparition dans Le disparu de Nantucket aussi. Ouais, j'aime bien. Et là, le roman que je suis en train d'écrire qui sortira l'an prochain, j'ai récupéré aussi, oui, un personnage de Ligne Rouge. D'accord. En tout cas, à te suivre, effectivement. Et... En fait, ça ne suffit pas du tout, si tu veux. On s'en fiche que tu lises dans n'importe quel sens. Mais j'aime bien. Et je trouve que les lecteurs me le disent parfois en salon. Ah, on s'est amusé à chercher qui était où. Voilà. Oui. Ouais, de retrouver des personnages dans lesquels on s'est attaché, de les retrouver dans d'autres romans. Pas mal de questions qui arrivent, j'essaie de les prendre dans l'ordre. Dominique qui nous dit, Laure, avez-vous des sujets dans votre tête qui attendent justement que vous finissez votre roman en cours pour s'imposer à vous? Ah mon Dieu, Dominique, j'en ai plein. J'en ai oh mon Dieu. Oui, je pense que dans ma tête, il y a à peu près 30 livres. Donc oui, j'en ai plein. Ah oui. Non, mais c'est pas j'image si tu veux, mais ouais, non, j'en ai plein. Oui. J'en ai tout le temps, oui. Ouais, j'en ai tout le temps, j'en ai plein. J'ai plein de. Après, c'est un peu n'importe quoi dans ma tête, mais il y a des choses, oui, qui sont là et je me dis, attends, là, je le mets dans un coin, alors je prends des notes et puis on verra la prochaine fois. Mais oui, j'en ai. Mais je ne suis pas toute seule, si tu veux, déjà. Dans les sujets, il y en a, mais il y a aussi du monde dans la tête. Et comment tu, dans quel état d'esprit tu te sens des fois quand tu reprends ton carnet et que tu vois tout ce que tu as écrit peut-être il y a 6 mois, 1 an auparavant? Des fois, est-ce que tu te dis, mais c'est moi qui ai écrit ça ou mais dans quel état j'étais psychologiquement pour écrire ce genre de choses? Ah oui, ça m'arrive tout le temps. Des fois, je me relis et je me dis, mais quoi? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Ouais, ça arrive. Oui, ça arrive beaucoup Enfin, je jette aussi pas mal de choses. Enfin, je jette, si tu veux. Il y a pas mal de trucs. Je me dis, mais non, ça ne me servira à rien. Que c'était quoi cette idée-là? Mais oui, ça arrive, bien sûr. Et parmi toutes les idées comme ça qu'il y a dans la tête, donc tu dis que tu prends des notes. Alors, est-ce que c'est le livre qui va sortir après? C'est celui qui a eu plus de notes, plus d'idées ou comment tu fais pour choisir en fait après si tu as plein d'idées comme ça? Non, c'est surtout en fait une question de moment. Je pense que ce livre, par exemple, celui que je suis en train d'écrire actuellement, c'est celui qui reflétait le plus mon état d'esprit actuel. Bon, je ne peux pas trop en parler encore, mais j'en parlerai quand il sortira, j'expliquerai pourquoi. C'était le moment, quoi. C'était le moment de traiter ce sujet-là en particulier. Ouais. D'accord. Une autre question. Marie-Pierre qui demande, Laure, bonsoir Laure, Marie, pardon. Tu as des livres de référence? Oui, j'en ai plein. Moi, j'ai grandi avec Agatha Christie, avec Mary Vince Clarke, avec Stephen King. Ce sont tous les livres que lisait ma mère. Du coup, j'avais pas forcément l'âge, mais je les prenais quand même. Ouais, Stephen King. Mais oui, donc évidemment. Et puis après, j'ai beaucoup de. En fait,
j'aime beaucoup le noir, le polar et tout ça. Après, j'ai des références actuelles, des gens que je côtoie aujourd'hui en salon et dont j'aime beaucoup l'écriture. J'aime beaucoup ce que fait Franck Sillier, vraiment, j'adore. J'aime beaucoup... j'aime beaucoup Surface d'Honorec, je trouve qu'il est fantastique ce roman. C'est un super bouquin, j'ai adoré Surface. Mais après, je lis aussi pas mal de classiques. J'adore Romain Gary, j'adore un de mes livres de chevet préférés, c'est Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, j'adore. Mais si je devais... j'adore Hemingway parce que j'adore l'univers. C'est pour ça, tu vois, Le disparu Nantucket, c'est cet univers-là. Mais si je devais vraiment te retenir, Harlan Coben, j'adore. Oui. Si je devais vraiment retenir, ça serait ces femmes-là qui m'ont inspirée. Agatha Christie, Mary Higgins Clark, oui, beaucoup. D'accord, merci à toi. Justement, ce que je te propose, c'est d'écouter l'extrait de Marie pour vraiment se plonger dans l'univers de ton livre, puisque tout ce que tu nous décris depuis tout à l'heure, on peut l'avoir en audio. Et ce que je te propose, c'est de lancer le jingle de Marie. Alors, on rappelle effectivement que tu es avec nous pour nous parler de ce livre Ligne rouge aux éditions Récamier. Tout de suite, l'extrait de Marie. Marie Méran présente un roman de Laure Rollier, Ligne rouge, aux éditions Récamier. De l'air. Il lui faut seulement un peu d'air. Une corde est enroulée autour de ses 2 pieds et les maintient serrés l'un contre l'autre tandis que des menottes lui cisaillent les poignets. La jeune femme frappe de toutes ses maigres forces contre l'habitacle dans l'espoir d'être entendue, mais la partie semble perdue d'avance. Elle ne sait absolument pas comment elle a pu atterrir dans le coffre de cette camionnette. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, il lui a fallu quelques secondes avant de réaliser ce qu'il venait de lui arriver, et surtout pour comprendre où elle se trouvait. La dernière chose dont elle se souvienne, c'est d'avoir passé la soirée dans son bar préféré avec Lucie, sa meilleure amie. Elles ont bu 2 ou 3 verres avant de se dire au revoir sur le parking. Lucie s'est dirigée vers l'arrêt de tram. Elle est partie en sens inverse. Le bar n'est qu'à 10 minutes de son appartement. Le quartier est sûr, elle n'en doute pas. Depuis qu'elle vit ici, elle ne s'est jamais sentie en danger. Tandis qu'il ne lui restait plus qu'une poignée de mètres à parcourir, elle s'est retournée, a aperçu une ombre derrière elle, puis tout à coup, le trou noir. Est-ce qu'elle a perdu connaissance? A-t-on versé de la drogue dans l'un de ses verres? Elle pourrait jurer ne pas les avoir quittés des yeux. Elle fait toujours attention à tout. Il aura suffi d'un rien pour que sa vie bascule. Le ronronnement du moteur sous son corps meurtri lui permet de deviner qu'elle est enfermée à l'arrière d'un véhicule en mouvement. Bon sang, mais pourquoi elle? Qu'a-t-elle fait pour mériter ça? Les jambes recroquevillées sous ses fesses et les mains fermement maintenues dans son dos, la captive peut à peine se tortiller sur elle-même. Un foulard, ou peut-être un simple vêtement déchiré, lui muselle la bouche et l'empêche de crier et de respirer. Elle étouffe. Elle panique. Elle n'arrive plus à maîtriser la peur qui la tétanise. « Calme-toi. Calme-toi », se répète la jeune femme. La seule manière de trouver comment sortir de cet enfer est de garder l'esprit clair. Le véhicule s'immobilisera tôt ou tard et son ravisseur ouvrira le coffre. Il faudra agir vite, le prendre par surprise, se défendre avant qu'il n'attaque. Elle a regardé assez de séries policières pour savoir quoi faire. « Calme-toi, calme-toi » Tout à coup, la voiture s'arrête et le moteur se coupe. C'est le moment. Elle sait qu'il ne va pas la laisser croupir ici. Il va vouloir l'extraire de là. Le tout est de ne pas penser à ce qu'il a prévu de lui faire. Il faut agir, oui, agir, et tout de suite. La prisonnière imagine rapidement plusieurs hypothèses. Elle pourrait très bien faire semblant d'être encore dans les vapes. Il sera serein, la détachera, et ainsi, elle essaiera de s'enfuir. Ou alors, pourquoi ne pas jouer la fille terrorisée, ce qu'elle est en réalité, et se laisser faire, tout en étudiant les possibilités qui s'offrent à elle pour le blesser. Un coup de tête? Lui mordre l'oreille s'il lui ôte le bâillon? Lui crever un œil? Pour cela,
il faudrait qu'il lui libère les mains et qu'elle ait un outil adéquat. C'est peu probable. Un bruit de portière, un claquement et des pas. Ligne rouge aux éditions Récamier de Laure Ollier, qui est avec nous ce soir. Vraiment, merci à toi, Laure, d'être avec nous pour nous présenter ce livre. Juste avant d'avoir ton retour, je voudrais que Sonia nous dise qu'est-ce que ça te fait de réentendre cet extrait, Sonia. Ça me replonge dans le livre. J'ai envie de le relire, en fait. Tu peux, hein. Redécouvrir, entre guillemets, la suite et me replonger avec tous les personnages et toute l'enquête qui suit et leur histoire, quoi, qui se mêlent les unes aux autres et revenir ensemble. Et toi, alors, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ton livre comme ça, lu par Marie, notre comédienne qu'on salue? Je trouve ça fascinant, en fait. Mais à chaque fois que j'entends quelqu'un qui lit mes propres mots, ou comme les livres audio, tu vois, je trouve ça fascinant. Je me dis, en fait, ils sont trop forts parce qu'ils ont compris exactement, tu sais, l'intention, Enfin, je trouve ça génial, j'adore. Je pourrais écouter tout le livre, moi, comme ça. Ah ben écoute, pourquoi pas. Donc on remercie effectivement Marie Mélan, effectivement. Question intéressante de René. Bon, il en a posé deux, là je les vois, qui disait qu'est-ce que tu espères? Est-ce que tu espères quelque chose aujourd'hui de tes lecteurs? Et deuxième question, lorsque tu écris, adaptes-tu un peu tes pensées pour qu'elles soient mieux perçues par tes lecteurs? Alors, attends, qu'est-ce que j'espère? J'espère qu'ils prennent toujours du plaisir à me lire, qu'ils ne se lassent pas, et que j'arrive assez à me renouveler pour pas que ça devienne lassant. En fait, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un auteur qui est prévisible. Voilà, je veux être imprévisible. Voilà, c'est ça. Là, c'est un super titre de roman, c'est imprévisible. Voilà. Et après, pardon, j'ai oublié l'autre question. Alors, l'autre question, on va l'afficher pour notre cher ami René, qui nous dit, Laure, lorsque vous écrivez, adaptez-vous un peu vos pensées pour qu'elles soient mieux perçues par vos lecteurs? Alors, honnêtement, je suis hyper égoïste quand j'écris parce que je ne pense pas du tout au lecteur. Non, pas du tout. Pas du tout. Je raconte l'histoire et puis je me dis même pas. En fait, quand j'écris, j'ai pas la notion qu'ensuite, il y a des gens qui vont lire. Je sais pas si c'est clair. Mais bien sûr, oui. Il y a souvent des... Et après, quand je relis, quand j'ai terminé, je le pose 15 jours, 3 semaines. Et après, je relis. Et quand je relis, là, parfois, il y a des trucs où je me dis, alors attends, parce que moi, dans ma tête, c'était clair, mais là, ça n'allait pas forcément. Et là, je reprends. Voilà, donc, mais après coup, quoi. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a souvent des auteurs qui nous disent, voilà, est-ce qu'ils écrivent pour eux, parce qu'ils ont besoin d'écrire ce qu'ils ont envie, tiens, sur tel fait divers, j'ai envie d'écrire, ou est-ce qu'ils écrivent pour leur lecteur? Donc toi, tu écris d'abord pour toi, pour ton plaisir personnel, et ensuite tu le partages avec tes lecteurs. Oui, en fait, c'est pas ça, c'est pas une question de plaisir personnel, c'est qu'en fait, c'est vital. Je peux pas faire ça, enfin, comment dire, même si j'avais pas de lecteur, j'écrirais quand même. C'est ça que je veux te dire. Tu vois? Ça, c'est juste sur le gâteau, quoi. C'est le pompon sur la gâteau. La chantilly sur la cerise, comme on dit. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, je rejoins ce que nous dit René. En tout cas, merci pour tes réponses avec franchise, pardon. Donc vraiment, merci beaucoup. Est-ce que tu veux écouter les questions des invités? Puisqu'on rappelle que ce soir, on en aura 2. Alors, tout de suite, la question de l'invité. Aurélie. Alors, on rappelle effectivement que nous avons dans cette émission la question de l'invité où on demande toujours à l'invité précédent de poser une question pour l'invité suivant. On rappelle, chère Laure, que tu devais venir avec nous courant avril. Tu avais ramené dans tes valises d'un salon à Lille, si je me souviens, Lens. Tu avais ramené quelque chose dans la valise à Lens, effectivement, qui n'était pas prévu. Donc, on avait demandé à Aurélie Di-Pélisson, qui était venue nous présenter son livre aux éditions Illustre d'Ormesson, Ce que l'océan ne dira jamais, vraiment un très beau livre qu'on vous invite à découvrir. Voici sa question. La question que j'aimerais le poser donc à l'autrice serait la suivante. Est-ce que le genre du thriller, c'est un choix de sa part, une volonté, ou est-ce que ça s'est imposé à elle? Et est-ce que ça n'est pas
trop douloureux, voilà, d'écrire ce type de texte? J'ai 2 questions en une. Ok. Alors en fait, c'est pas un choix parce que ça a un côté viscéral, tu vois, c'est comme ça. Je ne peux m'exprimer que de cette façon-là et dans le thriller. Donc ça, peut-être qu'il faudrait faire une psychothérapie, un truc comme ça, je sais pas. Mais je peux m'exprimer que dans ce genre-là. Et est-ce que c'est pas douloureux? Ah non, c'est jouissif, quoi. C'est pas du tout douloureux, c'est non. Non, ce serait douloureux de pas le faire. Je rappelle que tu vas avoir un tête-à-tête avec notre psychochroniqueuse tout de suite après. Hein. Oui. Ouais. Mais la première séance est gratuite, il n'y a pas de souci. Juste, Sonia, si tu peux nous dire à Aurélie qu'on embrasse sur son livre, pour ceux qui ne connaissent pas Aurélie. C'était un livre très prenant sur une histoire d'un navire qui a coulé et la résilience en fait des femmes qui n'avaient pas forcément le droit de tout faire à cette époque où la jeune fille, la protagoniste de ce livre, décide d'être journaliste comme son frère en fait et elle part de son petit village natal pour s'installer en Amérique après plusieurs années après ses 2 grands frères qui l'ont fait venir avec le petit dernier et en fait voilà, les grands frères n'apprécient pas forcément qu'elle veuille vivre sa vie et de journaliste et un drame familial et personnel va la toucher de plein fouet et voilà, en fait, c'est son récit et on pense à tous les naufragés qu'il y a eu au moment de ce drame. Et ben, en tout cas, on embrasse bien Aurélie et voilà pour son premier livre aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et voilà, une question en emmène une autre. Ce mercredi, nous avons eu Nicolas Feuz, notre Suisse préféré, qui est venu nous présenter son livre Les Extradés aux éditions Rosillon and Wolf. Sonia, en 2 mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Alors là, c'est autant l'or, c'est le thriller psychologique, que là, c'est le thriller sanglant dans toute sa splendeur. Et c'est vrai que quand dans ma chronique, je demandais si c'est fiction, réalité, tout ça, et en disant oui, il peut y avoir peut-être de la réalité, tout ça, et puis quand il nous a avoué en fait que les 5 protagonistes de l'histoire, en fait, leurs histoires, les flashbacks qu'il y a, c'est des histoires réelles. Et là, ça fait encore plus peur. Et franchement, c'est un livre pour ceux qui aiment le thriller très sanglant et très prenant. C'est une histoire à découvrir aussi. Eh bien, écoute, en tout cas, merci pour cette présentation. Et tout de suite, sa question pour Laure. Alors, bonjour Laure, ça me fait plaisir de te poser une question, surtout qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps, puisqu'on était à Porticcio, à Ajaccio, ensemble, le week-end dernier. Alors, je vais évidemment pas te demander si tu as eu des problèmes de surpoids à l'aéroport pour ta valise. Je vais trouver une autre question. Et l'autre question, c'est celle... Alors, c'est la suivante. Comme tu le sais, puisqu'on en a parlé à Porticcio, Marc Woltenauer et moi, on a écrit un polar à 4 mains qui s'appelle Ultimatum. Est-ce que toi, tu serais tenté un jour d'écrire un polar à 4 mains? Voilà, est-ce que tu serais ouverte à cette hypothèse? Est-ce que tu la fermerais immédiatement? Est-ce que tu aurais déjà un auteur en tête ou une autrice en tête avec qui collaborer? Pardon. Nicolas Feuz, effectivement, comme on l'a dit, notre Suisse préféré. Le surpoids dans la valise, c'est ça qui me fait rire à chaque fois que j'entends la question. On veut tout savoir dans cette émission. Tout ce qui est dit dans cette émission, on l'a dit, ne sort pas d'ici. Hein. Oui, c'est dégueulasse. Je ne sais pas s'il est là, Nicolas. Je sais pas où il est. C'est dégueulasse de dire ça. Ah, mais écoute, c'est Nicolas, tu es là. Mais je me doutais qu'il allait me sortir un truc comme ça, mais je me doutais. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un peu mon binôme, en fait. On est beaucoup ensemble en salon et on se marre beaucoup. Et c'est vrai qu'on a passé un super week-end à Porticcio. Et en fait, j'ai eu des soucis pour le retour parce que j'ai ramené trop de choses et j'arrivais plus à faire ma valise. Et du coup, j'ai ouvert ma valise dans l'accueil à l'hôtel et j'ai essayé de mettre sur moi le maximum de trucs alors qu'il faisait 40 degrés. Et Nicolas, ils ont pesé la valise
il y avait une balance à l'accueil et moi j'étais par terre comme une clocharde. J'étais par terre en train de vider, d'essayer de faire passer. C'est pas passé quoi. Enfin, on imagine bien. Voilà. Bon bref, on va passer. Donc il fallait qu'il nous en parle. Merci pour cette petite anecdote en tout cas. On s'en souviendra. Ouais, on a rigolé. Ensuite, son autre question, elle est très piégeuse aussi, et je sais exactement pourquoi il l'a posée. Et je sais que... alors, je sais pourquoi il l'a posée. Parce que il y a un peu plus d'1 an de ça, en fait, on était en salon à Saint-Louis, en Alsace. Oui. Donc, on était en salon à Saint-Louis, et donc, il nous parle à table du roman qu'il était en train d'écrire à 4 mains, et tout ça, avec Marc, etc. Voilà, il nous parle de ça. Il y avait plusieurs auteurs à table. Et moi, j'étais fascinée, je trouvais ça génial de me dire comment on peut écrire un roman, surtout un thriller, à 2. Comment on fait? Comment c'est possible, en fait? Et moi, j'aime pas que les gens sachent faire des choses que moi, je sais pas. Donc, je me suis dit, attends, le procureur, il sait faire ça, je vais le faire. Je vais savoir aussi, tu vois, pas moyen, je sais faire ça. Et donc, à ce moment-là, en fait, à table, j'étais avec un auteur qui est aussi un très bon ami dans la vie, qui s'appelle Maxime Girardot. Et donc, on s'est regardé et j'ai dit, Max, t'es chaud? Et Max, il me dit, mais toujours. Donc, on s'est dit, allez, feu, on y va. Et c'est vrai que, donc, j'en parle, bon, parce que de toute façon, bon, je pense que même si ça sort en 2027 ou 2028, on ne sait pas, mais on a ce projet et on a commencé à attaquer un roman à 4 mains qui sera un thriller. Et ça se passe super bien et on se régale à le faire et j'ai vraiment hâte. Et je sais pourquoi Nicolas dit ça, parce que me pose cette question, parce que en fait, vu qu'on lui a pompé l'idée, quoi, clairement, on lui a volé le truc, enfin voilà, on s'est dit qu'on allait mettre un petit procureur fuzz quoi dans l'histoire. Voilà. La chance, bien sûr. la petite c'est lui. Voilà. Oui, c'est vrai il nous a avoué qu'il mettait souvent les copains et les copines dans ses livres pour les tuer, dont de certains Jérôme Loubry. Je ne vous dis pas si on va tuer si on va tuer Nicolas Feuze, mais en tout cas, on va lui faire un petit clin d'œil parce que c'est ce jour-là, à table à Saint-Louis, que moi, je me suis dit, attends, mais moi, j'ai envie de faire ça, j'aimerais trop faire ça, mais comment c'est possible et tout. Donc, on prend le temps, on tasse les choses, on ne sait pas quand, comment, voilà. Mais en tout cas, on s'entend très bien avec Max et sur le coup, on s'est regardé et c'était évident que si je pouvais faire ça, ça ne pourrait être qu'avec lui. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci en tout cas pour cette réponse et pour ces anecdotes. Hein. Donc, on rappelle qu'on peut te suivre sur tes réseaux sociaux, on l'a vu, Facebook et Instagram. Oui, on retient. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je vois qu'il y a pas mal de commentaires qui arrivent. Bon, effectivement, tout à l'heure, on te remerciait pour la franchise de tes réponses. Et il y a Laurent qui nous dit « Laure, tellement naturelle et trop drôle à écouter, un vrai bonheur. » Merci. Voilà. Mais je crois que l'accent, ça fait tout, en fait. Tu es d'Agen, toi? Ouais. C'est ça. Ouais, l'accent du sud-ouest, ça met un truc de bonne humeur. Exactement, c'est comme celui de Marseille et les chantants. Il y a René qui nous dit tel est prix qu'il croyait prendre. Voilà. Par rapport à l'anecdote. Par rapport à l'anecdote. Voilà. Oui, d'accord. Ok, oui. Eh bien, écoute, on rappelle maintenant que c'est ton tour de poser une question. Alors, ce mercredi, donc la semaine prochaine, on recevra Laurent Lebob pour son livre Sonia, Témoignage invisible. Voilà, donc le tome 1 des aventures de Gabriel. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre, chère Sonia? Une enquête palpitante. En fait, je ne sais plus si c'est les DGS, les petites choses comme ça. En fait, les acronymes, j'ai du mal à les retenir. Et du coup, c'est... Mais à chaque fois, de toute façon, je les ai fait en bêta lecture, que j'ai eu la chance de faire en bêta lecture. Et c'est vrai qu'on m'a proposé, qu'on m'avait fait le speech, j'avais foncé tête baissée dedans, en disant une enquête
un personnage principal attachant et déroutant à la fois, je vais dire. Donc, je sais pas, j'ai hâte de savoir s'il ressemble à Laurent ou pas. Si son personnage principal, c'est un peu dans son style. Voilà. Eh bien, écoute, en tout cas, on viendra l'écouter ce mercredi pour ce livre, justement. Chère Laure, quelle serait la question que tu voudrais poser à Laurent? Alors, moi, ma question, en fait, ça a aussi un rapport, bonsoir Laurent, ça a aussi un rapport avec la question que tu me posais tout à l'heure, savoir si mes romans étaient des suites, etc. Machin. Et moi, j'aimerais savoir si c'est pas trop difficile, en fait, d'avoir un seul personnage récurrent et d'arriver à toujours trouver quelque chose de nouveau, en fait, dans sa vie, à lui faire faire, à raconter, à creuser encore plus. Est-ce que moi, j'ai l'impression que j'en aurais vite fait le tour. Et je me dis que aussi j'aime bien cet exercice je trouve ça fascinant d'arriver à avoir un personnage récurrent comme ça. Est-ce que c'est pas trop difficile voilà. Eh bien, écoute, merci pour cette question qui, on le rappelle, lui sera diffusée donc ce mercredi pour venir nous présenter donc son livre Témoignages invisibles. Et en plus, sauf erreur de ma part, il viendra un 16 juillet, date à laquelle on fêtera l'anniversaire d'une grande loi qui a été votée en France sur le renseignement. Donc, vraiment l'occasion de se plonger dans ce milieu-là du renseignement. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette question, chère Laure. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de recevoir notre psychologue? Psychologue, chroniqueuse. Pardon. Parce qu'on Le parlait. lapsus révélateur. Oui. C'est pas gentil ça. Hein. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Non, bon courage à elle, quoi. Non, mais en tout cas, merci à toi. Et on va l'accueillir avec nous. Il est où son jingle? Il est là. Merci Séraphine d'être avec nous. On l'a dit, parce qu'on reçoit Laure ce soir pour son livre aux éditions Ligne Rouge, aux éditions Récamier. Toi, Séraphine, qui est justement en coulisses, on rappelle le portrait de Séraphine, c'est quoi le principe, puisqu'on en rigole, voilà, le côté psycho, c'est que toi, tu es en coulisses, tu écoutes l'auteur, tu écoutes ses questions, tu écoutes ses réponses, et ensuite, tu dresses le portrait de l'auteur, parce que ce qui nous intéresse, justement, entre l'encre et les mots, c'est cette personne. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur Laure, juste avant de vous laisser en tête à tête avec elle? Je ne sais pas à qui t'as mis le plus de pression, en fait, là. Est-ce que c'est à Laure ou est-ce que c'est à moi? Parce que du coup, Aux deux. Non, mais non. Il va falloir que je pose des questions intelligentes. C'est pas intéressant le problème, c'est intelligent. C'est sûr que là, tu as la pression. Hein. T'as vu ça? Non. Eh ben, en tout cas, nous vous écoutons. Au-delà de son accent, c'est vrai qu'elle est solaire. Elle est solaire, elle est nature et c'est vraiment un plaisir. Surtout de la voir comme ça. Ouais. La dernière fois, je te jure, tu étais méconnaissable. C'était terrible. J'étais au bout du rouleau la dernière fois. On a dû annuler parce que tu étais vraiment, vraiment malade et pour t'avoir vu juste avant, parce que tu étais prête à la faire quand même. Donc, en plus, tu as une détermination, un courage et un respect pour ton public qui est quand même impressionnant. Hein. Ouais, 40 de fièvre, on voyait même plus tes yeux. En fait, je ne pouvais plus parler. J'avais plus de voix, donc c'était compliqué. Mais c'est vrai que par respect, tu étais prête à le faire quand même, à te gaver s'il fallait, à essayer de tenir le coup. Et bravo d'avoir proposé. Mais voilà, très très contente qu'on ne l'ait pas fait parce qu'on aurait, vraiment, je pense que tes lecteurs te connaissent, je pense qu'ils savent très bien qui tu es déjà. Mais oui, non, c'était effectivement pas la même. Merci. Je suis contente qu'on puisse reprendre ça un jour. Un jour où on peut te voir vraiment tel que tu es. Oui. C'est vraiment chouette. C'est mieux. Ah oui. C'est mieux. Et justement, après, c'est une question, c'est vrai, toujours un peu bateau, un peu standard, parce que, encore une fois, finalement, la plupart des auteurs de polar que l'on reçoit, ce sont des êtres d'une sensibilité, d'une luminosité hallucinante.
voilà, t'es solaire, t'as beaucoup d'humour, t'es très, très nature et pourtant, il y a toute cette noirceur qui est décrite avec une finesse impressionnante. Et qu'est-ce que ça cache justement? On va partir dans la psycho, hein, Flo n'attend que ça, donc on va y aller. Qu'est-ce que ça t'apporte le noir au-delà du plaisir d'écrire, bien sûr? Qu'est-ce que tu exorcises là-dedans? Tes peurs, tes sentiments, tes émotions? Sur quoi tu te bases pour avoir cette psychologie dans tes personnages et surtout cette finesse dans tes intrigues? Alors, attends, je réfléchis un peu. Sur quoi je me base? Ben, je sais pas. En fait, je trouve que en fait, le plus intéressant pour moi, c'est que en fait, tu peux voir quelqu'un comme ça, même si ça peut être même un ami proche ou quelqu'un que tu côtoies ou simplement un inconnu dans la rue, etc., et te faire une idée de la personne qu'il est. Et je trouve qu'en fait, on ne sait jamais parce que en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est aller dans les cellules et aller à l'intérieur des maisons et aller creuser toutes ces histoires-là. Et tu sais pas, quand tu as fermé la porte de chez toi, tu sais pas ce qui se passe, en fait. Et j'aime pas, en fait, le jugement hâtif et j'aime pas les gens qui vont dire tout de suite, oh, bah, elle m'a mal parlé. Enfin, non, en fait, parce que tu sais pas ce que la personne vit, tu sais pas ce qu'elle traverse, tu sais pas. Et moi, je trouve que aussi un truc, c'est qu'il n'y a rien de plus trompeur qu'un sourire. Et que tu peux être très souriant, très bienveillant, et vivre l'enfer déjà intérieurement ou dans ta cellule familiale ou dans ton travail ou dans pour toutes sortes de choses. Et en fait, ça se voit pas forcément. Et moi, je m'intéresse à ça, à tout ce qu'on ne voit pas. Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, bien sûr, chez moi, ça prend des proportions immenses parce qu'heureusement que tous les gens ne vivent pas ce que j'écris dans mes romans parce qu'au secours, quoi. C'est sûr. Mais j'aime bien, en fait, me dire, par exemple, aussi prendre monsieur et madame tout le monde et les mettre dans une situation terrible et voir comment tu t'en sors. Et je pense que mes personnages, ils sont jamais foncièrement bons ou foncièrement mauvais. Ils sont pas noirs ou blancs, ils sont gris. Parce que parfois, tu vas prendre des mauvaises décisions, mais parce que tu n'as pas le choix. Et jusqu'où tu es capable d'aller pour sauver ton enfant, pour sauver la personne que tu aimes, pour sauver un de tes parents. Parce qu'en fait, je pense qu'on a tous une part de noirceur. Et moi, j'aime bien prendre des gens a priori sans histoire, à profil plutôt sympathique, et aller les embêter pour voir ce qu'ils ont à l'intérieur. On va aller voir ce qui se cache derrière le sourire. Ouais, exactement. Ce qu'il y a derrière les sourires. Donc, du coup, c'est vrai que ça rebondit, ouais. Ça rebondit un petit peu sur ma question parce que est-ce que c'est aussi une reconnaissance? Est-ce que c'est parce que toi-même, ce côté solaire, souriant, et est-ce que justement, je pense que c'est ça qui m'a amené à cette question, qui m'a amené à qu'est-ce que tu mets de toi et comment tu soignes la psychologie de tes intrigues, parce que tu as toi aussi ce sourire facile et cette luminosité masquée, je sais pas comment l'appeler, mais du coup voilà, c'est ça que je voulais te faire dire et te demander, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu mets de toi et qu'est-ce que tu exorcises effectivement là-dedans, parce qu'on sent que même si tu pars pas sur des personnages extraordinaires, tu pars quand même sur des destins croisés, sur des choses voilà, sur des choses particulières et psychologiquement vraiment vraiment fouillées, quoi. C'est Alors, en fait, je pars, oui, sur des écorchés. En fait, les personnes lisses, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime les personnes qui ont une histoire et même dans ma vie privée, j'aime pas, je vais pas m'intéresser à quelqu'un qui, oui, ça va, le fêtard de base ou je sais pas quoi, qui en fait cache tout, ça m'intéresse pas. Ouais. Et je pense que
Il y a un petit peu, oui, il y a un petit peu forcément, mais je pense que c'est tous les auteurs, il y a un petit peu de nous dans chacun de nos livres, Bien parce sûr. que quand on lit Franck Tillier, on sait que c'est lui en 3 phrases, enfin on a compris, on sait que c'est lui, même s'il cache son nom, on le sait. Donc on a forcément notre patte. Et, Oui. et, et moi, je sais pas, j'ai peut-être cette appétence pour oui, pour tout ce qui est psychologique et tout ce qui est enfoui, en fait. J'adore creuser. Et dans la vie, de manière générale, j'aime bien rester en retrait et écouter et observer. Et je pense que quand on se met dans cette position-là, on se rend compte que tout le monde est intéressant, que tout le monde a une histoire à raconter. Et Bien oui, sûr. donc forcément, je vais aussi me servir de choses que j'entends. Forcément. Alors, pas forcément sur moi, parce que heureusement qu'il ne m'est pas arrivé tout ce que je raconte, grand Dieu, au secours. Donc heureusement que non. Mais oui, forcément, je me sers de tout ça, de ce que j'entends, de ce que je vois. Et souvent, en fait, c'est peut-être mon côté empathique qui prend le dessus et je me dis, attends, s'il m'était arrivé ça, moi, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Est-ce que j'aurais fait mieux? Tu sais, c'est l'histoire de Goldman, né en 17 à Landenstadt. Voilà, c'est ça, en fait. Et moi, j'aurais fait quoi, Oui, en fait? C'est ça. c'est ça. Oui, tes peurs et tes… Oui, oui. Et est-ce que justement, c'est ça? C'est cet intérêt? Enfin, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as compris, bon, au-delà du fait que c'était des lectures que tu aimais, est-ce que c'est comme ça que tu as compris que par le roman noir, que par le noir, finalement, tu pourrais aller plus profondément que dans la littérature blanche? Est-ce que c'est ça qui t'a fait aller aussi un petit peu vers le noir, vers le polar, vers le thriller? Ben, alors, pas forcément, parce que je trouve qu'il y a des bouquins en littérature blanche qui creusent très très profond dans l'âme humaine. Je pensais notamment tout à l'heure, parce que j'ai vu la bande-annonce du film qui va sortir, j'ai beaucoup aimé Connemara de Nicolas Mathieu. J'ai adoré ce roman parce que je trouve que, en plus, ma génération, on est en plein Connemara là. Et je trouve que il est fantastique, Nicolas. Il est fantastique. Voilà, vraiment, j'ai adoré. Et du coup, j'ai oublié la question. Moi aussi, je t'écoutais, du coup, moi aussi. Mais vraiment, complet. J'étais dans mon Connemara. Ah oui, oui, oui. Ce qui t'a amené au noir. C'est-à-dire que déjà, voilà, t'as aimé écrire, t'es passé, voilà, t'as fait de la littérature blanche, et puis tu t'es rendu compte que tu pouvais aller oui, plus oui. profondément dans le noir. Alors, non, ouais, voilà. Donc, c'est pas forcément ça qui m'a attirée vers le noir, c'est parce que je trouve que il y a un côté très, comment dire, il y a un côté très fantasme, je trouve, et c'est ce qui ressort dans les lecteurs qui viennent à notre rencontre, etc. C'est ce qui ressort, c'est ce côté, déjà, j'aime bien me faire peur, l'être humain aime bien se faire peur, tant que ça lui arrive pas à lui, oui. nos problèmes. Mais j'aime bien, oui, c'est vrai. Et puis, c'est un côté rassurant de se dire, oui, alors, moi, ma vie, c'est de la merde, mais, attends, eux, c'est pire. Voilà, donc ça aussi, c'est chouette. Voilà. Et donc, j'aime bien ça, j'aime bien ce côté… et puis, après, je pense que c'est un goût inné comme ça, parce que, en fait, là, il faudrait poser la question à ma mère. C'est elle qui m'a mis dans la main ces bouquins-là quand j'avais pas forcément l'âge. C'est vrai. Mais parce qu'elle lisait ça, et moi, je me suis dit, attends, c'est vachement intéressant. Et je trouve que tu peux aller très, très loin, en fait, dans le thriller et dans le polar. Et tu peux faire des choses à des gens que dans ta vie, tu ne ferais jamais. Voilà, heureusement. Mais ouais, c'est un côté un peu… je pense qu'on est tous un peu les auteurs polars, on est tous un peu des sociopathes, je pense. Je pense. Clairement. Oui, je pense qu'on a un petit problème à régler. Oui. Non, mais j'aime beaucoup, j'ai eu l'image du tien aujourd'hui. Je trouve que j'ai ouais, je sais pas, mon banquier me fatigue, ma mère m'a encore saoulée. Donc tiens, je vais faire l'histoire d'un et du coup de partir sur l'idée de je vais me voilà, je vais le prendre me défouler
C'est ça. Je me prends un bon Nicolas Feuz et puis je me dis, ben non, tout va bien. Non, je vais bien. Exactement, de me dire non, bah, c'est bien, moi je vais le visualiser, je vais dire que bah, du coup, voilà, le mort, c'est mon banquier, puis ça va aller beaucoup mieux. Exactement. J'aime beaucoup. Exactement. Mais dans l'écriture aussi, le côté je vais pouvoir me défouler sur des trucs en leur faisant, Oui, en leur oui, faisant oui. vivre des choses absolument atroces et puis pour On pouvoir va pas aussi, se moi, me mentir. dire que finalement, On ma va vie, pas elle se est top. mentir, quand tu es auteur de polar, parfois tu vas tuer tel personnage en te disant, tu vois, tu penses à quelqu'un, évidemment. Évidemment. Bah oui. Bah oui. D'accord. Ouais, donc c'est là où je me dis que j'aimerais pas être un ancien ami des Non, auteurs de polar noir. non. Attends, ça peut être seulement le mec qui t'a coupé la route ce matin, voilà. Voilà, ben lui, voilà. Il est mort. Ah, c'est top. C'est excellent. Mais du coup, dans tes romans, il y a aussi, je trouve, deux sujets vraiment récurrents qui sont l'amitié et les secrets. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que tu aimes bien lier ça sur les secrets de famille, sur les. Et du coup, je voudrais maintenant partir un petit peu sur l'ami que tu es. Et déjà, je voudrais commencer par te demander si les mouettes, elles existent. Oui. Donc, je vois que tu as lu Nous étions merveilleuses. Oui. Évidemment qu'elles existent. Évidemment. Évidemment. Oui, oui. Elles existent. Il y a une quantité d'anecdotes dans ce roman qui sont vraies. Wow. Elles existent, elles sont là depuis toujours, depuis l'enfance. Elles sont encore là aujourd'hui. Et tu vois, même ce soir, en fait, elles m'ont proposé de sortir. Mais j'ai dit non, non, j'ai une interview, je viens pas. Véridique. Ah, c'est Et super. oui, oui, elles Ah, sont c'est encore top. là et elles sont. En fait, tu vois, ça, ce proverbe un peu bateau, mais c'est vrai. Les amis, c'est la famille qu'on se choisit. Mais c'est exactement ça. Oui. Mes amies, elles sont C'était- dans mon cœur à vie et elles sont très, très, très importantes. Oui, c'est vraiment. On est un clan. Ah, c'est super. Mm. Et du coup, par rapport aux secrets de famille, et justement, est-ce que vous avez des secrets entre vous? Et est-ce que tu penses que finalement, les secrets, c'est ce qui. Est-ce que c'est vraiment ce qui lie? Est-ce que c'est ce qui unit, finalement? Alors, des secrets, oui, entre nous, on en a. Bah, tu sais, hein, entre filles, on en a plein. Et ça sortira jamais. C'est jusqu'à la tombe. Oui. On les emmène. Oui. Donc oui, on en a plein. Mais heureusement, on n'a pas des secrets du type de ceux que je mets dans mes romans, parce que on en a voilà, mais pas comme ça. Et en fait, oui, le secret, c'est important parce que je pense que personne n'est jamais vraiment honnête et que tout le monde cache des choses et que tout le monde a des secrets et que dans chaque famille, on peut trouver chaque famille qui existe, partout, dans chaque maison, il y a un secret. Il y a quelque chose à déterrer, il y a une histoire qui n'a pas été... et parfois, ça va être anecdotique, ça va être un rien du tout, mais qui peut gangréner parce que je pense que les secrets et les non-dits, ça gangrène en fait. De mettre quelque chose dans un tiroir et de se dire je le ferme et c'est fini, mais parfois ça peut sortir une génération d'après. Et je trouve que ça c'est universel parce que c'est dans toutes les maisons, dans toutes les familles, partout. Tout le monde cache des trucs. Et ce qui m'intéressait aussi doublement, mais sans vouloir spoiler Ligne Rouge, c'était que parfois les secrets sont tellement lourds que ça détruit complètement. Et ça détruit la personne qui le subit, ça détruit tout son entourage. Et malheureusement, c'est vrai que moi, mes deux héros, Nils et Jennifer, font les frais de secrets qui, en fait, ne les concernent pas. Ce ne sont pas leurs secrets, ils sont victimes collatérales des merdes de leur entourage. Oui, mais c'est les valeurs aussi. Leurs valeurs rentrent en compte. Ouais, le poids des valeurs, le poids de ce qu'on a envie d'être, de ce qu'on a envie de rester malgré ce qu'on sait. Et je pense que là, du coup, c'est personnel. Ça devient personnel, ça devient notre nature, mais nos valeurs, parce que c'est ce qui nous définit aussi. Et j'aime bien ta façon de jouer avec ça aussi. Avec ce que je dois faire ou ne pas faire. Avec ce que je veux faire ou ne veux pas faire. Qu'est-ce qui me définit?
Qu'est-ce qui me définit en tant qu'amie? Qu'est-ce qui me définit dans mes secrets? Qu'est-ce que je peux me permettre de faire ou pas? Et je trouve que, je trouve que tu as cette finesse-là. Ouais, c'est gentil. Mais j'aime bien, mais comme je te disais tout à l'heure, en fait, me dire, parfois tu vas prendre des décisions qui, toi, te semblent la meilleure, alors qu'elle ne l'est pas forcément, mais quand tu as le nez dedans, parfois tu sais pas comment faire. Et puis, quand il arrive quelque chose à tes proches, moi je pense, et notamment je pense à, alors je vais dire maman, mais non, parce que papa c'est pareil, et je pense que chaque être humain est capable de tuer pour son enfant. Et ça, j'en suis convaincue. Bien sûr. Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Mm-mm. Et du coup, cette passion pour les gens, pour les lambda, pour les gens qui nous ressemblent et qui te ressemblent dans ta simplicité, est-ce que tu n'as jamais eu envie d'aller chercher justement des secrets un petit peu plus gros, un petit peu plus historiques? Pourquoi rester sur quelque chose de simple, quelque chose de quotidien, alors que tu as clairement le potentiel d'aller dans du polar plus historique et des secrets bien plus importants? Pourquoi rester dans l'abordable? Déjà parce que je trouve qu'il y a d'autres auteurs qui le font admirablement bien et qui ne m'ont pas attendu et qui n'ont pas besoin de moi pour le faire. Et parce qu'en plus, moi j'ai ce côté sud-ouest, terroir, proche des gens. Et j'ai envie de, même si il m'est arrivé qu'on me dise oui, cataloguer, tu sais, un peu... les gens aiment bien ici en France te mettre dans une case ou comme ça, la petite du Sud-Ouest qui fait ces petites histoires de famille là. Oui, mais à la fois, moi, je le revendique ça. C'est mon trait, c'est ma patte, et j'en suis fière. Moi, je veux être proche des gens que je rencontre tous les jours, des gens qui se déplacent pour me voir en salon. Voilà, je veux faire quelque chose qui touche, en fait, qui peut arriver, tu vois. Ça peut arriver à ta voisine d'à côté, ça peut arriver à ton frère, ça peut arriver et surtout, ça je le tiens de mon père qui, en fait, mon père il me disait, et je le transmets à mes enfants, quand tu fais quelque chose à quelqu'un et que tu n'es pas sûr de toi, que tu te dis, c'est peut-être pas, je fais peut-être pas bien là. Et mon père il me disait, inverse, et imagine qu'on te le fait à toi. Et alors ça, j'aime bien en fait garder ça en tête. Et quand j'écris, je l'ai en tête. Et je me dis, tu vois, c'est pour rejoindre ce côté un peu universel et un peu raconter la vérité, quoi. Raconter. Moi, j'aime bien parler dans l'ombre du lac. En fait, si tu veux, par exemple, toute l'histoire est partie d'une phrase, une phrase que j'ai entendue en ville, chez moi, dans mon village. J'ai entendu un papy que tout le monde connaît, tu vois. Chez nous, il n'y a personne, donc tout le monde se connaît. Et un papy qui a dit, et moi j'étais à côté, qui a dit, oh, mais tu sais, si le clocher pouvait parler, il en aurait des histoires à raconter, tu vois, avec l'accent du Sud-Ouest, là, voilà. Et je me suis dit, ah ouais, c'est exactement ça. Et donc, dans l'ombre du lac, j'ai créé un village où il s'est passé quelque chose. Tout le monde le sait plus ou moins, tu vois, c'est les rumeurs, c'est caché. Tout le monde le sait, mais sans savoir. Donc, tout le monde parle, évidemment. Et ça reste dans l'enceinte du village. Voilà. Et donc, c'est vraiment un huis clos, en fait, l'ombre du lac, parce qu'on reste dans le village, on n'en sort pas. Et chacun va avoir un peu son point de vue. Donc, évidemment, j'ai mon héroïne. Hein. Mais les secrets ont dépassé le cadre de la structure familiale pour aller s'étendre et se propager. Et on sait qu'il s'est passé quelque chose. On sait qu'il y a eu un truc. Mais personne ne sait vraiment. Et je crois que je me suis hyper évadée par rapport à ce que tu me demandais au départ. Mais je suis désolée. Tant mieux. Tant mieux.
Tant mieux, parce qu'en vrai, j'étais sur la proximité et effectivement, cette proximité, elle peut aussi s'ouvrir sur l'entourage. Je te parlais de tes valeurs et je comprends, voilà, pourquoi est-ce que tu restes dans ces cadres-là, parce que dans ces cadres-là, il y a des choses qui se passent qui sont beaucoup plus profondes finalement que Exactement. dans un milieu plus ouvert et plus vaste, je pense. Oui, oui, je trouve. Et puis après, voilà, parce que c'est ce que j'aime écrire aussi, je me sens bien à écrire des choses dans ce style-là. Bien que celui que je suis en train d'écrire actuellement, il est un petit peu différent. Ah. Ouais, il est un petit peu différent. On part un peu, on reste dans le domaine familial, etc. Mais il est différent des autres. Il va être. J'ai hâte de voir. Ouais, il est un peu plus sombre. Ouais, un peu plus sombre. Mais il reste toujours dans cette intimité. Oui, quand même. Et je me transforme pas en Nicolas Feuze, on est bien d'accord. Je vais. Voilà. Non. Mais c'est plus sombre, oui. D'accord, et c'est pour te tester? Tu te testes dans le plus sombre du coup? Non, c'est parce que l'histoire, en fait, l'histoire, elle s'était imposée et je voulais traiter de ce sujet-là et qui est dramatique. Et donc, ça va être noir. Bien que dans Ligne Rouge, attention, c'est dramatique, hein, on est bien d'accord. Mais c'est... Je peux pas trop le dire, hein, c'est compliqué. Non, je t'en demande pas plus. Mais en tout cas, voilà, on reste dans... L'an prochain. En tout cas, on reste dans quelque chose d'intimiste et de... Voilà, de cocoonesque. Même si c'est pas le cocon habituel. Mais en tout cas, merci beaucoup. Parce que tu as vraiment une très jolie personnalité et ça se voit dans tes livres. Et je voulais mettre ça aussi en avant. Les valeurs et cette recherche de petites choses qui sont capables d'en donner des aussi grandes. Bravo, merci. C'était trop gentil, merci. Merci beaucoup à tous les deux, justement, pour cet échange. Je rejoins les commentaires qui circulent. Laure, une belle personne. Merci aussi, Séraphine, pour tes questions. Sonia, je vois que tu as des choses à rajouter. Oui, parce qu'elle a dit que c'est vrai que les auteurs, autrices de thrillers sont un petit peu psychopathes sur les bords, mais je dois avouer que les lecteurs et lectrices également. Voilà. Oui, vous êtes aussi gratifiés. Oui. Vous êtes aussi gratifiés. Même beaucoup pour certains ou certaines. Et alors, par contre, vous êtes bien plus gratinés, en fait. Attention. C'est ça. Oui, c'est ce que j'allais dire, surtout Sonia, effectivement. Oui. Il suffit de voir son décor derrière. Hein. Oui. Et encore, elle a enlevé le pire. Non, ça c'est exprès pour Séraphine. C'est pour ça que je le tourne. Non, mais autrement, c'est vrai, ce que je voulais rebondir aussi, c'était que c'est un plaisir d'aller te voir en salon et de voir ton sourire en vrai. Oui, mais alors toi, tu es venu à Carnac en plus. Oui, avec le beau soleil de Bretagne. Oui, vous avez un temps magnifique. Et à Carnac, on était bien. Ouais, on est toujours bien en Bretagne. Oui. Donc, effectivement, je vois le commentaire. Effectivement, on prend rendez-vous donc pour le prochain livre, Laure. Allez. Hein? Juste après que tu sois exécrable. Hein. Je veux que tu sois juste après. On attendra le moment. Non, mais on attendra qu'il soit sorti, tu vois. Bien sûr. En tout cas, avec grand plaisir pour te recevoir. Avec grand plaisir, en tout cas. J'ai bien aimé à Carnac, en fait. À un moment donné, donc, je cherchais Laure et Aurélie. Et en fin de compte, elles étaient parties voir le mariage d'à côté. Il y avait un mariage qui sortait. Et elles sont carapatées toutes les deux pour aller voir les mariés. Oui, on a quitté le salon pour aller voir les mariés. Oui. Ouais. C'était super. Elle était magnifique. Ouais. Voilà. Ça ne m'étonne pas. Aurélie, la grande romantique, ça ne m'étonne pas qu'elle ait cherché une complice pour, et alors, pour y aller. On espérait avoir personne, en fait, pour pouvoir s'esquiver. On guettait quand les cloches sonnaient pour pouvoir aller vite devant l'église pour aller voir les mariés.
Et on était trop contents. Et en fait, Jean-Marie, qui était l'organisateur, Jean-Marie Kemener, nous a vu nous lever de nos chaises comme ça, quand on a entendu les cloches. On est parti, on a dit, on va voir les mariés, on revient. Voilà. Mais c'était cool. C'était chouette. C'était trop beau. Que des anecdotes avec ton cher Laure. Après la valise, on a l'anecdote du mariage. Donc, effectivement, merci beaucoup en tout cas. Alors, pourquoi on dit aux gens d'aller sur les salons? Parce que ce genre d'anecdotes, tu ne peux pas les vivre si tu ne les vis pas. Tu ne peux pas te les imaginer si tu ne les vis pas. Non, ouais, oui. Je rejoins ce que dit Frédéric. Merci pour cette émission, une fois de plus très solaire avec Laure. Laurent qui nous dit oui, très belle personne, Laure est très agréable et plaisante. Un grand merci. Donc vraiment, merci beaucoup à toi, Laure. Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos deux acolytes ou à toutes les personnes qui sont venues t'écouter ce soir, avant de rappeler rapidement qui c'est qui va venir la semaine prochaine? Déjà, à vous trois, un grand merci. Un grand merci déjà d'avoir reprogrammé l'émission, parce que la première fois, c'était une mission impossible. Et puis, merci pour vos sourires, vos compliments, et j'ai déjà hâte d'être à la prochaine. Écoute, avec grand plaisir. Et puis, aux gens, merci d'avoir écouté, et lisez mes livres. Hein. Voilà. Parce que écouter, c'est bien, mais allez acheter mes livres et venez me voir en salon, comme ça on en parlera. Et bien justement, si on veut savoir où tu feras en salon très prochainement, si on veut échanger avec toi, on te retrouve donc sur Facebook et sur Instagram. En plus, tu es très présente sur les réseaux sociaux et vraiment merci à toi pour cette proximité. Et je rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission. Donc, on l'a dit sur YouTube, sur la page Florian Alain. Mais attention, à partir de septembre, toutes les émissions seront, chère Séraphine, sur la page Facebook Entre l'encre et les mots. Non, voilà. YouTube. Qu'est-ce que j'ai dit? Les deux. Facebook. Les deux, voilà. Il y aura les deux. Il y aura Oh. les deux. Vous allez me perturber. Bah tiens, si on avait besoin que de ça pour te perturber. En tout cas, merci beaucoup, Laure. Je tiens aussi à remercier les éditions Récamier, Charlotte et aussi Joali, qui ont fait un travail remarquable aussi pour relayer les informations de ton live ce soir. Donc vraiment, merci beaucoup à tous. Donc, on rappelle que tu étais avec nous pour nous parler de ce livre Ligne rouge aux éditions Récamier. Et que la semaine prochaine, Sonia, on recevra donc notre cher ami Laurent Lebob pour son livre Témoignages invisibles, où là encore on parlera espionnage, mais je me renseignerai, mais il me semble que le 16 juillet, on fêtera quelque chose où c'est une loi qui a été votée sur le renseignement, l'espionnage, contre-espionnage en France, donc on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, merci à tous, merci à vous de nous avoir suivis, je vous souhaite un très très beau week-end, pour moi c'est les vacances, donc c'est parfait. Je vous souhaite bon week-end, lisez des livres et comme dirait Sonia, allez sur les salons, on y fait toujours de très belles rencontres. À bientôt, bisous à tous, ciao ciao. Bon week-end. Bon week-end.